France Info et France 24 présentent. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, l'émission de géopolitique de France Info et de France 24. On va s'intéresser aujourd'hui à la Syrie où la guerre est entrée dans une nouvelle phase avec un bras de fer entre le président turc, entre le régime de Bachar al-Assad soutenu par Vladimir Poutine. On va en parler avec notre invitée, elle s'appelle Hala Kodmani, elle est journaliste à Libération. On va démarrer avec un peu de géographie. Christophe, bien sûr, la Syrie, on le sait, est au cœur du Moyen-Orient. On va le voir sur cette carte comme à chaque émission avec au nord la Turquie dont la capitale est Ankara. Au sud, la Syrie, la capitale Damas. Et puis les frontières, c'est aussi ici l'Irak. Vous avez la Jordanie au sud, à l'ouest Israël et puis enfin le Liban. Politiquement, il faut savoir que la Syrie est tenue d'une main de fer par cet homme, Bachar al-Assad, depuis près de 20 ans. Son pays est en guerre depuis 2011. Son régime est soutenu par cet homme. Vous le reconnaissez, il s'agit de Vladimir Poutine, le maître incontesté du Kremlin en Russie. Et puis face à eux, il y a Recep Tayyip Erdogan, c'est le président turc. La tension militaire s'est accélérée ces derniers jours entre ces deux hommes et on pourrait même dire entre ces trois hommes. Justement, ces trois hommes sont au cœur des tensions en Syrie en ce moment et en particulier dans la zone nord-ouest de la Syrie, à Idlib. Idlib qui se trouve donc ici à cette frontière entre la Turquie et la Syrie. C'est la dernière poche de rébellion syrienne. C'est ici que Bachar al-Assad veut reconquérir ses derniers bastions. Et d'un côté, on va le voir sur ces images, il y a les forces russes qui sont bien présentes dans cette zone tampon. Et ils essayent d'éradiquer des poches de rebelles et de djihadistes soutenus par la Turquie. Et puis de l'autre, il y a les forces turques, on va le voir ici justement. Elles ont frappé ces derniers jours les militaires du régime de Bachar al-Assad. Et puis il y a également ces images, on le voit, de rebelles syriens qui se préparent au combat près de la ligne de front. Mais derrière cette escalade militaire, il y a également ce drame humain. On le voit avec ces tentes, avec ces milliers de réfugiés syriens qui se pressent aux portes de l'Europe. Il y aurait près d'1 million de réfugiés, dont près de 500 000 enfants. Alors pourquoi Recep Tayyip Erdogan intervient-il militairement contre le régime syrien en Syrie? Réponse tout de suite avec Ludovic Defoucault, il est correspondant de France 24 à Istanbul. Mais pourquoi la Turquie tient-elle tant à rester militairement présente en Syrie? D'abord, elle cherche à se protéger d'une nouvelle vague migratoire, elle qui accueille déjà 3 700 000 réfugiés syriens sur son sol, et alors qu'1,5 million de réfugiés se massent près de ses frontières côté syrien. Ensuite, la Turquie, par sa présence militaire dans le nord du pays, veut aussi contenir les revendications autonomistes des Kurdes de Syrie, car pour Ankara, un Kurdistan syrien déborderait irrémédiablement sur les frontières turques. Cette opération bouclier du printemps a montré qu'une force militaire conventionnelle, la Turquie en l'occurrence, pouvait infliger des dégâts importants au régime. Et elle place plus que jamais Ankara dans la position du protecteur des 3 millions de civils enclavés à Idlib, des civils qui risqueraient d'être purement et simplement massacrés si Bachar al-Assad venait à reprendre la province. Poutine et Erdogan se sont vus à Moscou et après des tensions extrêmes, ils se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu. Correspondance à Moscou, Luc Lacroix. Alors sur le papier, le résultat est important. Le président turc a obtenu ce qu'il était venu chercher ici à Moscou. Il a obtenu un cessez-le-feu. En plus de ça, des patrouilles communes entre militaires russes et militaires turcs ont été annoncées, ainsi qu'une zone sécurisée de 6 km le long d'une autoroute très importante en Syrie. Dans l'immédiat, ça semble avoir ramené un peu de calme dans la région d'Idlib et ce n'est pas rien car dans cette région les combats font rage ces dernières semaines au point que l'on craignait un affrontement direct entre militaires russes et militaires turcs qui soutiennent, je le rappelle, des camps opposés en Syrie. Ce qui est intéressant, c'est que les fils du dialogue entre Ankara et Moscou semblent avoir été renoués. Les deux présidents se sont vus pendant plus de 6 heures. Ils ont beaucoup insisté là-dessus et cela met fin à une escalade verbale puisque les Russes accusaient les Turcs de s'être mêlés aux terroristes dans la région d'Idlib, tandis que les Turcs accusaient les Russes de ne pas respecter des accords passés. Voilà pour le court terme, mais cet accord peut-il tenir? Cet accord peut-il changer la donne sur le terrain? Avant même cette rencontre, des diplomates européens en doutaient et puis le président turc Erdogan l'a rappelé. Il répondra à toute attaque du régime syrien. De son côté, la Russie ne renonce pas à son projet qui est d'aider Bachar el-Assad à reconquérir l'intégralité du territoire syrien
Pas question pour Moscou de reculer en Syrie où son aviation a changé la donne depuis 2015. Une intervention qui lui a permis aussi de récupérer une place centrale sur la scène internationale. Et l'on en parle avec notre invitée Ala Kodmani. Vous êtes journaliste franco-syrienne au journal Libération. Bonjour Ala Kodmani, merci d'être avec nous. La guerre en Syrie est-elle rentrée dans une nouvelle phase, vraiment ce bras de fer entre Poutine et Erdogan aujourd'hui? Oh, je crois qu'on n'a pas fini de compter les phases de cette guerre qui, on le rappelle, a commencé en 2011. Donc, on est passé par tant d'épisodes et de sous-guerre ou de guerre dans la guerre. Et je crois que là, on est, oui, effectivement, dans une nouvelle confrontation un petit peu attendue parce que Poutine et Erdogan avaient conclu une sorte de partenariat raisonnable, chacun soutenant des camps opposés, mais avec des intérêts communs, notamment économiques, mais aussi permettant à la Russie de pousser plus loin son soutien dans la reconquête du territoire syrien et permettant à la Turquie de réprimer ou d'empêcher les Kurdes syriens d'établir... Ça, c'était avant qu'ils bafouent finalement cet accord. En fait, ce qui s'est passé. On sait qu'aujourd'hui, la crise d'Idlib, c'est la crise qui a été reportée depuis 2015, pratiquement. Il y a eu ce partenariat entre Poutine et Erdogan pour les phases précédentes, où ça ne gênait pas tellement la Turquie qu'on reprenne la Ghouta, la banlieue de Damas, etc. Mais là, c'est à ses portes, et surtout avec des conséquences humanitaires tout à fait dramatiques, compte tenu de la concentration de population civile qu'il y a à Idlib. Alors, ils se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu. Est-ce que finalement, on se retrouve avec une diplomatie musclée aujourd'hui, on montre ses muscles, on intervient militairement, derrière on négocie, ou est-ce que finalement c'est Poutine qui décide de tout? Non, je crois que c'est vraiment la force militaire qui a le premier et le dernier mot. Si on voit. Bon, c'est quand même la puissance militaire russe, sa présence sur le terrain, sa domination de l'espace aérien syrien, les ordres qu'elle peut donner à l'armée de Bachar el-Assad dont elle dispose exactement comme elle veut, c'est ça qui donne à Poutine le mot le plus fort. Erdogan était convoqué à Moscou plutôt que... Non, il n'a pas été convoqué, c'est pire que ça, parce que c'est lui qui avait proposé, qui avait invité Poutine ainsi que Emmanuel Macron et Angela Merkel la semaine dernière pour un sommet en Turquie. Poutine a dit non, j'ai mieux à faire. Et 24 heures après, il dit à Erdogan, maintenant, à toi de venir à Moscou si tu as besoin de moi. Alors justement, les deux hommes se connaissent bien. Erdogan s'était rapproché d'ailleurs de Poutine militairement. Il avait acheté des missiles russes, les S-400. On a du mal à comprendre. Est-ce que c'est son allié ou est-ce que c'est son ennemi? Ça, c'est le jeu compliqué d'Erdogan, qui est a priori dans l'Alliance Atlantique, dans l'OTAN, qui est donc théoriquement l'allié des Occidentaux, des Américains, des Européens, militairement, qui est dans l'alliance militaire depuis quand même quelques 40-50 ans, mais qui considère qu'il est mal soutenu, considère à raison, probablement. Il joue sur les deux tableaux, finalement. Voilà. Il est allé parler à Poutine un peu par dépit, parce qu'il ne trouvait pas du tout l'écoute qu'il estimait devoir aux Occidentaux, du côté des Occidentaux. Poutine est retourné voir l'OTAN, justement, tout récemment, pour être soutenu par l'OTAN. Oui. Erdogan, oui. Mais c'était un message, en quelque sorte, qui a été un double message. Bon, Erdogan, avec ses façons pas toujours très subtiles, n'est-ce pas, d'un côté, veut montrer aux Russes, attention, je vais vous rappeler que je fais partie de l'OTAN et d'une alliance, etc. Mais bon, sans demander trop, juste il n'a obtenu finalement qu'un communiqué de solidarité, un message de solidarité. Et de l'autre côté, il joue la menace avec l'histoire d'ouvrir les frontières aux réfugiés qui, il sait, va complètement paniquer l'Union européenne. Effectivement. Concernant Bachar el-Assad, il veut reconquérir l'ensemble de la Syrie. Quel est finalement son but? Prendre sa revanche vis-à-vis des rebelles, par exemple? Complètement. Je crois que c'est une démarche revancharde du début à la fin. C'est un dictateur absolument totalitaire qui n'a jamais supporté l'idée même qu'on remette en question. Je crois qu'il y a le titre d'un livre où c'est un slogan. C'est Assad ou on brûle le pays, et bien on brûle le pays. Et c'est comme ça qu'il a... Et je crois même le déplacement de population est complètement voulu par Assad,
c'est ce peuple syrien, enfin cette partie du peuple syrien qui ne veut pas de moi, eh ben, qu'ils peuvent aller ailleurs. 1 million, en tout cas, de déplacés, rien que depuis ce conflit à Idlib. 500 000 enfants, pardon, c'est énorme. C'est toujours la population qui trinque, hein, au final. Ah oui, il faut voir que cette population, ces civils qui sont à Idlib, sont pour une grande partie aussi des déplacés des autres régions syriennes qui ont déjà subi des bombardements pendant des années, des sièges souvent, pour la région de Damas ou même d'Alep, et qui ont été un petit peu jetés. Idlib a été la poubelle où on a renvoyé à la fois les groupes militaires, mais beaucoup de civils évacués ou déportés de ces zones reconquises par l'armée de Bachar al-Assad avec le soutien des Russes. Donc on se retrouve avec une population qui a doublé par rapport à la région de Idlib et qui est évidemment démunie. Ce sont des populations de déplacés qui n'ont pas les moyens, qui n'ont rien pour vivre et qui se retrouvent... Beaucoup d'enfants et de femmes, donc. Et il faut ajouter qu'ils sont sous les bombes, sous les raids aériens, depuis 2012 pratiquement. Il y a des raids aériens réguliers sur la région de Idlib parce que ça a été la première région aussi à échapper au contrôle du régime de Bachar. Pris au piège entre le régime de Assad soutenu par les Russes et les groupes djihadistes soutenus par les Turcs. Alors justement, on va regarder cette vidéo d'un rappeur syrien. Il s'appelle Amir Al-Mouari. Il l'a tourné dans une enclave bombardée d'Idlib. C'est un message, vous allez le voir, d'espoir, mais aussi de résistance. هون معقل اتفاقيات الروسي فحدد انتمائك بين القاعدة أو الحكم المجوسي لأنه صواريخهم ما بتصيبك لو كنت بصفهم روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوتشي تصنع ايديولوجي تدمير البنى التحتية سكروا مداخل التعليم جيبوا مراقبين لأنه باب الرزق عم يتسكر يا بتدفعوا ترخيص يا بنعتقل كادر التدريس يا أما ادرسوا عنا ضمن نهج ومقاييس وتكرموا بنوصلكم بباص أخضر فلا تتحذر أي جهة بتفوز أو أي فتوى بتجوز نقط تركيا أو روس وسع شظايا بالروس بدك دليل ملموس بس قالوا قبلي أمر عسكري وقف القصف النقاط التركية دخلت. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ces états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent C'est la suite du Monde dans tous ces états consacrés donc à la Syrie où la guerre est entrée dans une nouvelle phase, celle d'un face-à-face entre la Turquie et son président, le régime de Bachar al-Assad, soutenu par Vladimir Poutine. Depuis le début de la guerre, il y a de nombreux réfugiés. Ils fuient la guerre, bien sûr, depuis 9 ans. Les Syriens, ils sont d'abord allés dans les pays voisins, puis en Europe. Oui, souvenez-vous, d'ailleurs, c'est une photo, vous allez le voir, qui a choqué le monde. C'était en 2015. La presse mondiale publie ce cliché de ce petit enfant noyé comme symbole, en fait, de la crise des migrants. Elan a 3 ans seulement. Il avait quitté la Syrie avec ses parents pour fuir la guerre. La mère a rejeté son corps sans vie sur cette plage turque. Le bateau a chaviré avant d'atteindre la Grèce. Alors à ce moment-là, eh bien, la prise de conscience est collective et la réaction politique est quasi immédiate. Le 18 mars 2016, un accord sur les réfugiés est donc conclu entre l'Union européenne et la Turquie, dont Angela Merkel est la principale inspiratrice, avec François Hollande, alors président français. Et face à cette crise migratoire, eh bien Ankara ferme sa frontière, conserve les 3,5 millions de réfugiés sur son territoire et reçoit une contrepartie financière plus une contrepartie politique, une accélération des négociations d'adhésion à l'Union européenne, mais aussi une politique de visa favorable aux Turcs. Alors, malgré cet accord, Erdogan veut maintenant le soutien des Européens dans sa politique syrienne. Du coup, il ouvre ses frontières pour provoquer un nouvel afflux de réfugiés en Grèce. Regardez ce reportage de Dominique Derda. Avec leurs bateaux pneumatiques, on dirait qu'ils reviennent de la plage. Mais c'est le fleuve qui sépare la Turquie de la Grèce que ces 2 Syriens et leur ami irakien ont tenté sans succès de traverser. Alors vous n'y allez pas? En Grèce, non. On va réessayer un peu plus tard. Un peu plus loin, par là-bas. Allez, on y va.
Sur les berges de la Maritsa, côté grec, des canaux abandonnés, preuve que certains ont bien réussi à franchir la frontière à cet endroit. Et ils sont de plus en plus nombreux à s'y risquer. Car par la route, on ne passe plus. Ce matin encore, les gardes frontières grecs ont repoussé à coups de grenades lacrymogènes et de tirs de sommation les assauts de plusieurs centaines de personnes qui tentaient d'entrer en force dans leur pays. Une semaine que la Turquie a ouvert grand ses portes et qu'elle convoie vers la Grèce dans une noria d'autocars, ceux qui rêvent d'une vie meilleure en Europe. Ceux-là sont afghans. On les a déposés là, dans un village au bord du fleuve. Hier, eux aussi, ils ont pris un petit bateau pour traverser, mais une fois sur l'autre rive, ils ont été renvoyés sans ménagement. Les soldats grecs, ils nous ont frappés. Ils m'ont pris mon argent, mes vêtements, mon téléphone, et ils nous ont chassés. Des volontaires du Croissant Rouge turc font le tour des campements provisoires. Ils distribuent du ravitaillement, des couches pour bébés, et s'assurent que personne n'a besoin de soins. L'opération lancée par le président Erdogan pour faire pression sur l'Europe est menée comme une campagne militaire. Et nous sommes toujours avec notre invitée Alla Kodmani, journaliste franco-syrienne, journaliste à Libération. On l'a vu dans ces images et il y a pourtant un air de déjà-vu. Les migrants sont une carte que joue Erdogan. Les Européens disent faire l'objet d'un chantage. Est-ce vraiment le cas? Oui, c'est probablement très clairement, presque revendiqué de la part d'Erdogan, ce chantage. C'est une menace qu'il avait agitée à plusieurs reprises, à d'autres occasions, qui n'avaient rien à voir avec le conflit syrien, de lâcher, tant cet accord est la traduction un peu d'un cynisme partagé des Européens qui veulent acheter leur tranquillité en payant à la Turquie le droit de garde de tous ces réfugiés chez elle. Il tient encore cet accord? Il tient complètement. Il tient complètement. Cet accord, en 2015, quand il n'y avait pas accord, il y a eu 1 million de réfugiés en quelques mois. Alors que là, depuis 2015, il y a pratiquement plus de réfugiés illégaux. Il y a ceux qui obtiennent miraculeusement l'asile en Europe parmi les réfugiés, mais sinon, il fonctionne plutôt. Il y a quelques centaines d'exceptions. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il a très bien fonctionné. Donc, selon vous, les Européens ont vraiment une politique migratoire commune? Ah oui, là-dessus, oui. Là, ils sont tous d'accord pour bloquer les frontières, il n'y a pas de souci. Il y a même une surenchère. Personne n'est pour ouvrir les frontières. Mais c'est aussi une arme, finalement, entre les mains d'Erdogan. En même temps, ça pénalise la Grèce comme la Turquie, qui ont la pénalité de la géographie, finalement. La Turquie qui se retrouve avec des milliers de réfugiés syriens à cause du conflit, mais d'autres qui viennent d'Afghanistan ou d'Afrique, etc., parce que c'est leur passage turc. Et puis la Grèce qui a ses frontières, comme il y a quelque temps, on le savait, en Italie, où l'Italie voyait débarquer sur ses îles, à Lampedusa, etc., tous les réfugiés coulés dans les bateaux. Parce que les ONG dénoncent bien sûr la forteresse Europe, c'est ce qu'elles disent, les ONG. Mais il n'y a pas d'autre mot, c'est tout à fait la vérité. L'Europe est une forteresse. L'Europe est une forteresse parce que la pression de la politique intérieure et des mouvements xénophobes d'extrême droite qui essayent de prendre le débat européen en otage, finalement, pèse très fort sur tous les gouvernements européens. Et ces millions de réfugiés syriens fuient donc cette guerre depuis 9 ans. Souvenez-vous, c'était il y a 9 ans justement que la guerre a commencé, quand le président syrien Bachar el-Assad a réprimé les manifestations de l'opposition en plein printemps arabe. Regardez ce reportage de Philippe Rochaud. Nous sommes donc en mars 2011. Voitures incendiées, tirs à balles réelles de la police contre des manifestants lors des funérailles de 2 personnes. 3 morts à nouveau aujourd'hui dans cette ville de Deraa, à 100 km au sud de Damas. Du jamais vu dans cette Syrie tenue par la main de fer du parti Baas au pouvoir depuis 40 ans. Les manifestants ont attaqué les locaux du parti dominé par la figure du président Bachar el-Assad. Sa famille, issue d'une minorité chiite, dirige le pays depuis 45 ans. Ils ont également incendié les locaux de la compagnie de téléphone Syriatel, tenue par un cousin du président, dénonçant la corruption du régime. Le limogeage du gouverneur ne changera pas grand-chose à la détermination des manifestants qui réclament l'élargissement des prisonniers politiques et plus de liberté. Le régime syrien déclare à qui veut l'entendre qu'il s'agit d'un gang à la solde de l'étranger qui avait caché des armes à la mosquée au Mari et qui a fait feu sur la police.
Le pouvoir annonce que des réformes sont en cours. Elles seront insuffisantes pour calmer un vent de contestation sans précédent qui se met à souffler sur la Syrie. Un reportage réalisé en 2011. À cette époque, nombreux pensaient qu'Assad finalement allait tomber. Et 9 ans après, il est un peu quand même en position de force grâce à son allié russe. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a finalement gagné cette guerre ? Il a personnellement gagné cette guerre, certainement. Il l'a gagnée contre sa population et contre son pays. Il a détruit le pays et l'a vidé de sa population. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a jamais vu, et je crois que ce sera une des catastrophes de l'histoire, on n'a jamais vu un degré de répression tel, dès le premier jour, comme il a été rappelé, dire que les tirs systématiques sur les manifestants tout à fait pacifiques à l'époque, c'était même des familles et des jeunes adolescents, ça ne s'est jamais vu. Et l'escalade, on n'a jamais vu non plus un gouvernement dont l'aviation bombarde sa propre population. C'est presque inédit dans l'histoire. Ses propres villes, ses propres populations, pendant des années entières. Et je crois qu'on ne mesurera vraiment l'ampleur de la tragédie ou de la catastrophe syrienne qu'un peu plus tard, quand on découvrira jusqu'où, ou quand on admettra, quand le monde un petit peu sortira de son indifférence ou de sa torpeur ou de son aveuglement ou de sa soumission tout simplement à la force militaire qui est celle aujourd'hui de la Russie, pour réaliser que c'est un crime de l'histoire qu'on a vécu en Syrie depuis 2011. Est-ce que cette opposition syrienne de l'époque existe encore en Syrie ou est-ce qu'il reste aujourd'hui des islamistes et des groupes djihadistes et une population civile qu'on a vue au milieu? Si on veut parler de l'opposition armée, qui au départ était complètement spontanée, etc., il est certain qu'elle a été complètement rachetée, on va dire, par les différents pays qui avaient de l'influence. À un moment, les pays du Golfe qui, entre-temps d'ailleurs, se sont complètement désengagés du terrain syrien, mais qui ont soutenu souvent des groupes islamistes assez rigoristes. Après, bon, comme vous savez, il y a eu cet épisode d'invasion de Daesh qui, bon, alors là, ça venait de l'étranger, c'était pas un mouvement syrien, c'était essentiellement venu d'Irak, et puis après, ça a été entraînant plus de confusion de djihad encore mondial, mais qui s'est épanoui entre guillemets, sur le territoire syrien. Donc, ça a encore rajouté. Il ne reste pas grand-chose. Aujourd'hui, l'opposition armée syrienne, organisée, on va dire, est complètement sous la tutelle turque. Il n'y a plus de... Donc, c'est ce qu'on appelle des groupes djihadistes pour... Non, je ne dirais pas des groupes djihadistes, parce que c'est une salade, ça regroupe tout un sort... Mais c'est un encadrement turc. C'est ça qui est important. Ce sont des supplétifs de la Turquie. Au point qu'il peut même les envoyer en Libye, en envoyer des centaines, se battre en Libye parce que c'est dans l'intérêt de la Turquie. Donc, je dirais qu'il n'y a plus les moyens, de toute façon, pour une opposition armée, je parle bien armée, indépendante. Et je crois que ça a été la grande fourvoiement de la révolution syrienne, c'est le fait qu'elle a évolué en rébellion armée. Ils se sont entendus ces derniers jours sur un cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez qu'il sera respecté? Et surtout, plus globalement, la paix en Syrie, c'est pour quand? Oh, pas pour tout de suite. Premièrement, si ce cessez-le-feu sera respecté, je ne sais pas combien de temps. Il y a encore pas mal de détails à régler entre Russes et Turcs sur les modalités d'un couloir sécurisé. À quoi sert-il d'ailleurs ce couloir? Un couloir autour d'Idlib, si j'ai bien compris, ou qui traverse la ville? Non, c'est parce que c'est une artère centrale. C'est le carrefour de deux autoroutes, est-ouest et nord-sud de Syrie, c'est autour d'un carrefour stratégique. Donc c'est important, que ce soit pour les troupes du régime ou que ce soit pour les Turcs, pour dominer la Syrie. Moi, je considère que ça va être très provisoire, que c'est juste histoire de calmer le jeu un moment, mais je pense que l'offensive de l'armée syrienne soutenue par la Russie voudra absolument se poursuivre jusqu'à la reconquête du territoire. Maintenant, que faire des civils? Encore une fois, ça va être le drame. Les Syriens ont-ils été abandonnés par l'Europe, par Barack Obama? Est-ce que vous avez ce sentiment? Ah, complètement. Ils ont le sentiment d'être abandonnés à juste titre. Aujourd'hui, on constate une absence, mais même pas une mauvaise politique, une absence totale des États-Unis, de l'Europe. Écoutez, dans cette tout dernier jour,
alors que, bon, tout flambe. On a quelques déclarations européennes qui ont été suscitées essentiellement par la crise des réfugiés. On a eu, c'est peut-être complètement emblématique de l'impuissance européenne, que 14 ministres signent un appel dans le monde en demandant à Poutine d'être plus gentil avec les Syriens. Ça va être la Pax Poutine, au final. Européennes en viennent à faire quelque chose que font des intellectuels, des universitaires ou de simples militants. Ça donne quand même une mesure de l'impuissance européenne. Ce sera une Pax Poutine, une paix Poutine, pour l'instant, c'est une guerre Poutine. Après, on verra. Merci beaucoup, Alla Kolmani, journaliste franco-syrienne. On le rappelle, vous êtes également, vous avez écrit un ouvrage, Seul dans Raqqa, aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup, Alla Kolmani. Merci Christophe. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et sur France Info. Puis vous retrouvez l'émission sur les 2 sites internet de France 24 et de France Info. Merci de nous avoir suivis.